La saga de l'Alliance israélite universelle, racontée par Georges Bensoussan, au micro d'Ariel Danan. Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode de la saga de l'Alliance israélite universelle. Tout au long de cette année, nous recevons Georges Bensoussan. Bonjour Georges. Bonjour Ariel. Vous êtes historien, vous avez beaucoup travaillé à la fois sur le sionisme, sur l'histoire de la Shoah et ces 10 dernières années sur l'histoire des Juifs en terre d'islam. Vous avez publié il y a quelques mois un livre absolument passionnant sur l'histoire de l'Alliance israélite universelle. Et ensemble, nous continuons à retracer l'histoire de l'Alliance. Nous avions vu dans les différentes émissions qui ont précédé la situation des Juifs de France au moment de la Révolution française et dans le siècle qui a suivi. Finalement, en fait, toutes les raisons qui ont poussé des Français israélites à créer une institution telle que l'Alliance israélite universelle. Et nous rentrons un peu plus dans le cœur du sujet en parlant de l'histoire du réseau éducatif, du réseau scolaire de l'Alliance, qui a été l'œuvre principale de l'Alliance israélite universelle depuis 160 ans. Et avant d'entrer dans la question des programmes, de ce qui est enseigné concrètement dans les écoles primaires de l'Alliance, il faut revenir, Georges Bensoussan, sur un paradoxe. Ce paradoxe idéologique finalement de l'Alliance qui a souhaité enraciner les communautés juives là où elles se trouvent, au Maroc, en Perse, en Turquie, en leur donnant de meilleures conditions socio-économiques grâce à l'éducation. Mais par cette éducation même finalement, elle a été l'une des causes de leur déracinement, ou pour le dire autrement, elle leur a donné la possibilité de s'installer ailleurs, et c'est évidemment ce que toutes ces communautés vont faire au cours du XXe siècle. Oui, vous avez tout à fait raison, vous avez très bien pointé le problème, c'est le résultat paradoxal de la réussite de l'Alliance. Elle veut enraciner les populations, elle n'a aucun but des Juifs, ou que ce soit dans un cadre national. On l'a déjà dit, on le reverra sans doute dans d'autres émissions à propos des relations entre l'Alliance et le sionisme. Mais le résultat paradoxal, c'est qu'en voulant enraciner ces populations et en enseignant en français, finalement, elle va leur donner les moyens, ou en tous les cas la possibilité de partir au-delà, parce que la maîtrise d'une langue occidentale et la maîtrise aussi d'un diplôme, ça permet déjà d'être promu dans l'échelle sociale, et la maîtrise d'une langue occidentale, en l'occurrence le français, et même parfois des rudiments d'anglais, des rudiments d'italien selon les pays, ça va leur permettre de partir, ou des rudiments d'espagnol également, et ce qui fait que les meilleurs élèves de l'Alliance, qui auraient dû normalement être les cadres des communautés juives sur place, vont finalement les quitter. C'est ça ce résultat paradoxal, et on va voir d'anciens élèves marocains de l'Alliance en Amérique du Sud, au Venezuela par exemple, comme au Brésil. On va en voir certains anciens élèves de l'Alliance à Bagdad en Inde, et puis même certains d'entre eux en Chine, poussés plus loin, et pas seulement de Bagdad d'ailleurs, mais de Damas et de Beyrouth également, de Jérusalem également. On va les voir en Asie centrale et en Asie du Sud-Est. Et c'est ça le paradoxe, c'est que à certains égards, alors que l'Alliance voulait renforcer les communautés juives, elle a contribué à son corps défendant à les affaiblir un peu, par le départ précisément. Et c'est un départ qui va se poursuivre. L'une des raisons du départ des Juifs d'Afrique du Nord vers la France, notamment, cette possibilité qu'ont eu beaucoup de Juifs du Maroc et de Tunisie de s'installer en France après la Seconde Guerre mondiale, c'est aussi parce que, et c'est le deuxième point important, l'Alliance leur avait appris le français. Donc c'est à la fois cette rupture idéologique et dites-nous un mot de ce qui est absolument capital pour les idéologues, pour les dirigeants de l'Alliance, en tout cas à Paris, c'est le fait d'enseigner dans toutes ces écoles en français, ce qui n'allait pas de soi forcément. Non, ça n'allait pas de soi, et c'est un primat, je dirais presque que c'est un dogme non négociable pour l'Alliance. On enseigne en français toutes les matières, et le français est une langue étrangère pour la quasi-totalité des enfants du bassin méditerranéen ou des Balkans, et a fortiori même du Moyen-Orient vers l'Irak et vers la Perse plus tard. Je disais, c'est un dogme, c'est quelque chose qui n'est pas négociable, que ce primat de la langue française, et qui va modeler un certain nombre d'enfants et qui va effectivement leur permettre, là en particulier pour les enfants de l'Alliance au Maghreb, leur donner plus de facilité pour pouvoir ensuite gagner la France. On a l'exemple d'Albert Memmi avec la Tunisie, mais combien d'autres au Maroc, combien d'autres en Tunisie, bien sûr. Bon. Ou dans d'autres cadres en Libye ou en Égypte. Alors, ce qui est intéressant à noter, c'est que
cet enseignement de l'Alliance, il se fait sur 4 niveaux d'études, c'est-à-dire qu'en fait, la scolarité dure 4 ans normalement. Donc, il faut compter pour chaque école 4 classes et on enseigne toutes les matières chaque année. On les reprend, si on veut, en début d'année, à partir du mois d'octobre, chaque année, depuis le début. On recommence ensuite l'année suivante en approfondissant d'une année sur l'autre. Alors, ces programmes qui sont en français sont calqués aussi sur les programmes français de la France de l'époque, qui sont calqués sur les programmes de 1862 du ministère de l'Instruction publique française. Ils sont redéfinis en 1883 par le comité central de l'Alliance à Paris, en fonction de l'effervescence scolaire considérable qui a été suscitée autour des lois Jules Ferry. Je rappelle que ces lois Jules Ferry se situent entre 1881 et 1886 à peu près. Et le comité central va constamment définir sa politique scolaire et ses programmes, même en matière pédagogique, sur les normes françaises. Par exemple, en 1902, où il y a un moment, c'est le moment d'une grande refonte des programmes en France, ça va donner lieu à une refonte des programmes de l'Alliance au point d'un fameux manuel destiné aux professeurs en 1903 qui s'intitule « Instruction générale pour les professeurs » et qui va rester en usage dans les écoles de l'Alliance jusqu'à la Seconde Guerre mondiale incluse. Et ces programmes, comme je le disais, sont ceux d'enseignement primaire français. Et ce qui est très intéressant à noter, c'est une petite anecdote, mais c'est quand même important, les grandes lignes du programme de l'enseignement primaire français ont été fixées par Ferdinand Buisson, qui est l'un des grands maîtres de la pédagogie de la Troisième République de cette époque-là. Or, Ferdinand Buisson, c'est ça l'anecdote dont je voulais dire un mot, a été professeur à l'école normale israélite de l'Alliance, c'est-à-dire l'école on en parlera plus tard, l'école de formation des futurs instituteurs de l'Alliance, une année seulement, en français, je crois, à la fin des années 1860, au début des années 1870, bref, au début de sa carrière. Alors, qu'est-ce que c'est que le manuel? Je reviens d'un mot sur le manuel de 1903. En fait, quand je disais que c'est un décalque de l'enseignement primaire français, c'est tout simplement aussi le décalque d'un manuel destiné aux professeurs français qui a été rédigé 6 ans plus tôt, en 1897, par Jules Payot. Et non seulement les programmes sont les mêmes, les directives sont les mêmes, les instructions sont les mêmes, mais les sujets d'examen également d'entrée à l'école normale, la fameuse ENIO, École normale israélite orientale, dont on parlera un peu plus tard, sont communs également aux examens français et ils sont également communs aux garçons et aux filles qui se présentent au futur métier d'instituteur, d'institutrice pour les écoles de l'Alliance. Et alors, un dernier mot quand même sur ce cadre scolaire, c'est que les enfants, je l'ai dit, la scolarité dure 4 ans, les enfants sont admis à partir de l'âge de 6 ans, et la scolarité maximale est de 4 ans. J'en dirai un mot tout à l'heure à propos de cette fameuse 5e année qui n'aurait jamais vu le jour. Un dernier mot, un enfant scolarisé à l'Alliance ne peut pas dépasser l'âge de 15 ans. Donc, c'est entre 6 et 15 ans qu'un enfant effectue, quand il le peut, une scolarité complète, mais on sait dans les statistiques de l'Alliance qu'un certain nombre d'enfants n'ont jamais suivi les 4 années complètes. Ils ont fait 2 ans, 3 ans parfois. J'aimerais revenir un instant avec vous sur ce fameux manuel de 1903 qui est absolument passionnant, parce qu'il ne faudrait pas croire qu'il s'agit de paresse de la part des idéologues de l'Alliance, des dirigeants de l'Alliance, d'avoir calqué leur modèle éducatif sur le modèle français. C'est parce que le modèle français leur apparaît comme étant le meilleur et le seul capable d'aider ces populations qui vivent au Moyen-Orient et en Afrique du Nord, ce qui est un petit peu bizarre puisque le français n'était pas la langue qui était parlée par ces populations. Donc il s'agit bien d'un choix idéologique des dirigeants de l'Alliance, d'autant plus que vous parliez de l'école normale, ce nom un peu mystérieux, l'école normale israélite orientale. Une école normale, rappelons-le, c'est en France des écoles qui forment les instituteurs de manière générale pour le ministère de l'Instruction publique à l'époque. Tout à fait. Et vous avez raison de dire que ce n'est pas simple pareil, c'est parce qu'ils sont animés d'une conviction idéologique, c'est que le français est la langue des Lumières, que la France est la terre de l'universalisme occidental, des Lumières, des droits de l'homme, de l'héritage de la Révolution française. Donc chez eux, il y a une réelle conviction qu'on va apporter les Lumières au monde d'Orient, d'où le cycle d'école normale israélite orientale. Alors effectivement, l'enseignement de base, c'est le français, c'est une langue qui est une langue étrangère pour la majorité des enfants qui doivent donc d'abord l'apprendre, et ensuite, tout l'enseignement est fait en français. Alors le français, d'abord, combien d'heures?
combien d'heures dans une semaine qui, pour les enfants, est d'environ 36 heures. 36 heures de scolarité, c'est beaucoup, du dimanche au vendredi. Le français est enseigné différemment en ce qui concerne les garçons et en ce qui concerne les filles. Pour les garçons, c'est un tiers du volume horaire. Pour les filles, c'est 8 heures et c'est un enseignement, comme disent les directives de l'Alliance, allégé. C'est-à-dire que je prends les instructions de 1896 qui précisent qu'on éludera les difficultés grammaticales et orthographiques pour les filles. Fin de citation. Ça, c'est la première base de l'enseignement. Qu'est-ce qu'on enseigne d'autre? La deuxième base, le deuxième pilier, c'est l'enseignement de l'hébreu. Mais c'est un enseignement d'hébreu biblique. Et là encore, c'est très variable, selon les époques, selon les écoles, selon les sexes. C'est entre 4 et 10 heures maximum par semaine pour les garçons. C'est souvent beaucoup moins de 10 heures, c'est plutôt 4 heures, 5 heures. Pour les filles, c'est seulement 2 heures par semaine. Alors pour les filles, pourquoi un horaire aussi restreint? Parce qu'on se contentera pour les filles d'apprendre les prières rituelles. Et encore, c'est un enseignement qui va susciter des difficultés. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de professeurs d'hébreu femmes. Les professeurs d'hébreu sont dans leur immense majorité des rabbins, des hommes donc, et pour les parents, c'est une énorme difficulté que d'accepter que soit enseigné par des professeurs hommes. Il faudra vaincre beaucoup de réticences. Mais de surcroît, c'est un enseignement qui est souvent négligé parce que les meilleurs des enseignants rabbins ont émigré, restent les plus vieux, souvent les plus routiniers, les plus archaïques, qui ont des méthodes pédagogiques totalement dépassées, ce qui fera d'ailleurs toujours un clivage considérable entre l'école de l'Alliance, dont les méthodes pédagogiques sont inspirées de celles de la France et donc sont donc modernes, et l'enseignement de l'hébreu qui restera toujours un enseignement à la traîne. Et j'insiste encore une fois pour dire qu'il ne s'agit pas de l'hébreu moderne, mais de l'hébreu biblique. Merci beaucoup, Georges Bensoussan. Hébreu biblique, hébreu moderne, nous aurons l'occasion d'y revenir parce que, par exemple, Eliezer Ben Yehuda, qui est finalement le recréateur de l'hébreu moderne, a été brièvement enseignant à l'Alliance, mais cela, nous le verrons dans une prochaine émission. Merci beaucoup, Georges Bensoussan, et à la semaine prochaine. Merci, Ariel. La saga de l'Alliance israélite universelle, racontée par Georges Bensoussan, au micro d'Ariel Danan.